Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce jeudi, une première en France. 4 départements, le Gard, l'Hérault, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, placés en vigilance rouge à la canicule. Les températures atteindront 42 à 45 degrés demain et des records absolus pourraient être battus. Julien Garel est en direct de Nîmes. Un mort et 8 blessés dans un double attentat en plein centre de Tunis. Le pays commençait à nouveau à attirer les touristes. Par ailleurs, le président tunisien, victime d'un malaise, serait dans un état grave. Nous retrouverons notre envoyé spécial Lise Ramboudou. Nouveau coup de théâtre dans la mystérieuse affaire Tony Musulin. L'ancien convoyeur de fonds, condamné pour le vol de 12 millions d'euros, a été arrêté à Londres alors qu'il tentait d'échanger des livres sterling contre 50 000 euros. Il a été relâché après 2 jours de garde à vue. Dans ce journal également, nos ponts sont-ils fragiles? Selon un rapport du Sénat, 25 000 ouvrages d'art mal entretenus poseraient un problème de sécurité. Enfin, nous irons déguster des plats exceptionnels dans le meilleur restaurant du monde, un titre décerné à un établissement de Menton. Nos reporters sont allés en cuisine. Cela fait plusieurs jours que Météo France nous met en garde contre cette canicule d'une intensité sans précédent. 80 départements ont donc été placés en alerte, 4 d'entre eux en vigilance rouge. C'est la première fois depuis la mise en place de ce dispositif en 2004. À quoi faut-il s'attendre précisément? Quelles mesures seront mises en place? Hortense Villatte. À Nîmes et dans ses environs aujourd'hui, habitants et touristes ont suffoqué. 41,9 degrés à l'ombre, un record pour un mois de juin qui pourrait être encore battu demain. Jusqu'à 45 degrés attendus, du jamais vu en France métropolitaine. Jusque-là, dans le niveau inférieur, nous étions plutôt dans le registre de la recommandation aux intéressés. Désormais, on va passer à des mesures plus contraignantes. On va activer effectivement tous les moyens de secours et d'intervention que nous avons sur le terrain. Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Vaucluse seront donc demain en vigilance canicule rouge, une mesure totalement inédite. En vigilance rouge, des effets sanitaires graves peuvent être rencontrés chez toute personne, y compris les personnes en bonne santé. Les autorités recommandent donc à tous les habitants de ces 4 départements et aux personnes s'y trouvant de limiter autant que possible leurs activités extérieures et de reporter celles non essentielles. Dans le détail, seront annulées ou reportées, sauf s'ils se tiennent dans des lieux frais, les sorties scolaires, celles organisées par les centres aérés et les colonies, ainsi que tous les événements festifs. Les cours d'éducation physique et sportive seront aussi annulés et les familles autorisées à garder leurs enfants chez elles. C'est sûr, il n'y a pas de climatisation. Et moi, aller en CM2 au premier étage, ils sont en pleine chaleur. Donc je peux comprendre aussi les dispositions. Certaines écoles sont équipées d'un ventilateur pour toutes les classes. Donc forcément, ça devient moyen. Afin de protéger les personnes les plus vulnérables, les maraudes seront aussi renforcées et l'accès à l'eau facilité par les mairies. De son côté, la SNCF conseille à ses clients de différer leurs déplacements. Ils pourront échanger ou annuler leurs billets sans frais jusqu'à dimanche. Bonsoir Julien Garel, vous êtes en direct avec nous de Nîmes dans le Gard. C'est donc la première fois qu'une alerte rouge à la canicule est déclenchée. Est-ce que vous avez rencontré des habitants inquiets ? Eh bien écoutez, il faut le dire, les Nîmois sont globalement habitués à des températures très élevées pendant l'été. Ils ont les bons réflexes pour se protéger en pareilles circonstances. Demain, la plupart resteront chez eux, cloîtrés, volets fermés, pour essayer de garder un tout petit peu de fraîcheur dans leurs habitations. Mais il est vrai que certains nous ont témoigné un petit peu d'inquiétude à l'approche de cette journée qui risque de battre des records. On attend jusqu'à 45 degrés ici demain à Nîmes. Déjà aujourd'hui, la plupart des places ensoleillées étaient pour ainsi dire désertes. On recherche l'ombre, on recherche les points d'eau comme les fontaines, la plage qui n'est pas très loin, mais aussi les piscines municipales. Demain d'ailleurs, elles seront ouvertes exceptionnellement jusqu'à 20 h pour permettre aux Nîmois de se rafraîchir. Autre sujet d'inquiétude aujourd'hui ici à Nîmes, la possibilité d'une annulation du concert de Kenji Girac. Le chanteur doit se produire demain dans les célèbres arènes que vous apercevez derrière moi. Le concert est prévu à 20 h, une heure où les températures devraient avoir baissé un petit peu. Le concert est donc maintenu pour l'heure, mais la municipalité va procéder à la distribution de bouteilles d'eau fraîche avant le concert pour que l'attente ne soit pas trop pénible. Merci beaucoup Julien, en direct de Nîmes. Épreuve du caractère exceptionnel de cette canicule, un nouveau record de chaleur a été battu pour un mois de juin en France, pas très loin d'ailleurs de Nîmes, dans le département voisin de l'Ardèche, à Gros-Pierre. Le thermomètre a atteint les 42 degrés. Toute la journée, les Français ont tenté d'échapper à cette fournaise. Frédéric Agnès et nos correspondants en région.
36 degrés au Gros du Roi. Regardez comme la mer est belle. Premier objectif de la journée, se rafraîchir. Le premier dans l'eau, c'est un plaisir, un rituel. À peine le soleil se lève, donc c'est un régal. Mais tout le monde n'a pas la chance de vivre au bord de l'eau. À Montauban, on a frôlé les 40, étouffant. Mais pas de quoi effrayer Jean-Claude, qui en a vu d'autres. Oh, on est dans le sud, non? Il était comme ça, mais il y en avait d'autres. Sur ce chantier, les horaires ont quand même été aménagés. Le travail a commencé plus tôt que d'habitude parce que... Le matin, ça va, ça reste supportable, ouais. En plus, là, on a la chance, on travaille à l'ombre grâce au bâtiment, là. Et quelques litres d'eau plus tard, à 15 h, fin de la journée de travail. 39 degrés dans le centre-ville de Nantes et un seul magasin pris d'assaut, le marchand de glace. On est prêt à sacrifier ce temps pour pouvoir bénéficier effectivement et profiter d'une bonne glace. Bien des habitants se sont réfugiés dans cette galerie marchande. Pas forcément pour faire des courses, mais parce qu'ici... On respire, c'est ça le mot, on respire. Bourges, 39 degrés également. Et sur la liste de la mairie, 130 personnes fragiles qu'on appelle tous les jours. Parmi elles, Bernadette, 77 ans. Comment allez-vous, madame? Ça va pas très bien. Ça va pas très bien? Ben non, parce que tout est fermé, il y a le ventilateur, bon ça va, j'ai pas chaud, mais disons que c'est une maladie que je souffre énormément, quoi. Et la voici, Bernadette, bien contente de ses appels quotidiens. On sent qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de nous quand ça va pas, quand il fait trop chaud. Parce qu'en 2003, ils l'ont pas fait. Prendre soin des personnes, c'est aussi la mission des pompiers. Dans toutes les régions qui souffrent de la canicule, ils seront à pied d'œuvre cette nuit. Des vertiges? À Paris, la nuit dernière, ils ont observé une hausse de 10% des interventions. Parmi les villes où l'air était le plus suffocant aujourd'hui, Limoges. Le thermomètre a atteint les 38 degrés cet après-midi, 6 degrés de plus que l'an dernier. À la même date, Carlo Paredes et Emmanuel Sarr ont passé 24 heures avec des habitants écrasés de chaleur. Le soleil se couche et il fait très chaud hier soir lorsque Christelle, François et leurs 2 enfants passent enfin à table. Un repas plus tard que d'habitude et plus léger à cause de la canicule. C'est salade, vinaigrette et on se rafraîchit après avec une petite glace. Mais mieux qu'une glace, pour se rafraîchir ici, il y a la piscine. Là, on va en profiter un maximum et puis ne pas oublier qu'il faut qu'on se lève de bonne heure demain matin. Enfin, une dure journée nous attend. Ce matin, après une courte nuit de sommeil, François arrive sur le chantier où il travaille comme chef d'équipe. Embauche dès 6 h et premier geste de la journée, stocker des bouteilles d'eau pour tous les ouvriers. On puise un petit peu dans les ressources et là on va en profiter ce matin là qu'il fait frais pour bien avancer et puis débaucher peut-être un petit peu plus tôt. Et pendant que le chantier avance, les jardiniers de la ville s'activent eux aussi. C'est la meilleure heure de la journée là. Ah oui, là il est 7 h, ça va là encore. Au fil de la journée, les températures montent et à l'office de tourisme, des visites sont annulées. Alors aujourd'hui 2 visites annulées, demain 4 visites annulées. C'est 70 ou 80% des visites, oui. Qui sont annulées? Oui. Dehors, quelques rares habitants profitent encore du soleil, malgré la chaleur qui s'installe. Quant aux visites touristiques de l'après-midi, Marie-Noël Laguide a trouvé la parade. Dans ce souterrain du Moyen-Âge, la température ne dépasse pas 15 degrés, idéal en ces temps de canicule. C'est même un peu le monde à l'envers. J'ai mis un petit gilet parce que pour le choc thermique, voilà, c'est tout. Moi, personnellement, j'aime bien cette température. Je suis plus à l'aise dans celle-là. Après avoir battu hier son record de chaleur pour un mois de juin, Limoges a connu aujourd'hui sensiblement les mêmes températures, 38 degrés en centre-ville, et ce sera la même chose jusqu'à samedi. C'est sans doute le dernier endroit où l'on s'attend à sentir les effets de la canicule et pourtant il a fait très chaud dans la vallée de Chamonix. Les températures étaient même positives sur le sommet de l'Europe à 4809 mètres. Reportage court vêtu sur les pentes du Mont Blanc. Yanis Matisse et Frédéric Marchand. Jamais la mer de glace n'avait autant souffert. Jamais le soleil n'avait autant brûlé. À 2000 mètres d'altitude, l'eau ne cesse de couler. Ça fait donc 4 ans que nous venons et effectivement, on n'a jamais eu aussi chaud que cette année. Il fait anormalement chaud. On voit, ça fonde partout, il y a des cascades un petit peu partout. Cet après-midi, nous nous sommes aventurés sur le plus grand glacier des Alpes françaises.
Nous venons de laisser ce thermomètre pendant 10 minutes au sol et en plein soleil. Il nous indique 27 degrés, une température rarissime ici. Cette bâche tente de repousser l'énergie solaire. Mais inexorablement, la mer de glace disparaît chaque jour un peu plus. On a un glacier qui aujourd'hui, sur ces 2 derniers kilomètres, est complètement couvert de cailloux, de graviers, qui viennent des parois, qui viennent des moraines, qui tendent à s'effondrer, de par le fait que le glacier lui aussi perd beaucoup en épaisseur. Des températures tellement élevées à Chamonix et le sommet du Mont Blanc envahi hier par plus de 150 parapentistes. C'est extraordinaire. Donc les mêmes conditions qu'en 2012, la dernière fois que ça s'est fait comme ça avec autant de monde, c'était il y a 7 ans. Julien Erilly a lui fait l'ascension à pied, avant de décoller du toit de l'Europe. On a super chaud, on est monté en t-shirt. En fait, j'ai juste mis un manche long pour pas me brûler les bras. L'ambiance au sommet, elle est forcément un peu folle. Nous déjà, dans les dernières centaines de mètres pour monter sous le sommet, on les entendait crier de joie parce que c'est fou pour eux. C'est le rêve de plein de parapentistes de survoler et de reposer au sommet du Mont Blanc. De leur côté, les secouristes appellent à la plus grande prudence. Plus que jamais cette semaine, il convient de partir, comme on dit, à la fraîche, afin d'éviter tous les risques qui vont être liés au soleil. Du jamais vu à Chamonix, ces derniers jours, la fréquentation touristique a bondi de 10%. En voyant ces images, les glaciologues et les prévisionnistes se demandent évidemment quelles conséquences peuvent avoir ces températures exceptionnellement élevées en très haute montagne. Que vont devenir les neiges éternelles et les glaciers? Explication Julien Cressan. Le Mont Blanc gagné par des températures positives. Une situation extrêmement rare. En été, le thermomètre descend en dessous de 0 degré à 3800 mètres d'altitude. Mais pour trouver des températures négatives aujourd'hui, il aurait fallu monter à plus de 4800 mètres, c'est-à-dire au-dessus du Mont Blanc. Dans les Pyrénées, au pic du Midi, à 2876 mètres, la température a dépassé les 12 degrés. Un record aux conséquences désastreuses pour les glaciers. On estime qu'on a une fonte d'environ 10 cm de neige ou de glace par jour. Si la période de canicule dure 10 jours, eh bien on a 1 mètre de fonte. Illustration avec ce lac à 2500 mètres d'altitude. En 3 jours, la glace qui le recouvrait a totalement disparu. Même avec un scénario climatique modéré de plus 3 degrés d'ici 2100, la plupart des glaciers des Alpes françaises devraient disparaître. Cela signifierait aussi la disparition des neiges éternelles. Bonsoir ma chère Evelyne. Bonsoir Gilles. On parle beaucoup depuis quelques jours d'un bulletin météo que vous aviez fait, c'était il y a 5 ans, en décembre 2014, en vous appuyant sur des travaux très sérieux d'experts et de climatologues. Vous aviez présenté les températures fictives du mois d'août 2050. Regardons tout d'abord un extrait de ce bulletin météo. J'ai ensuite une question précise à vous poser. Dans l'après-midi, on atteindra ou dépassera encore les 40 degrés, 41 à Agen, 41 à Strasbourg, 40 dans les capitales, 42 pour Lyon et jusqu'à 43 degrés prévus à Nîmes. On ne va pas se mentir, c'est très troublant. Hein. Oui. Les températures réelles constatées aujourd'hui ressemblent beaucoup à ce que vous nous annonciez fictivement il y a 4 ans. Non seulement Gilles, elle le ressent, mais parfois elle les dépasse. Parce que par exemple, sur cette carte de 2050, Clermont-Ferrand était à 40 degrés. Hier, on a battu un record absolu pour Clermont avec 41 degrés. Il faisait 40 degrés cet après-midi à La Rochelle. Et les 43 degrés justement de Nîmes pour 2050, eh bien, on va certainement les dépasser pour la journée demain. Alors, ce que nous disent les scientifiques, c'est qu'au fil des années, ces canicules vont devenir de plus en plus fréquentes, intense et durable. Alors, je vais peser mes mots en vous posant une question. Est-ce que c'est un signe tangible de l'accélération du réchauffement climatique ? Vous savez, les scientifiques sont toujours des personnes extrêmement prudentes. Il faut faire la distinction entre canicule, c'est un phénomène ponctuel, et réchauffement climatique à plus long terme. Ceci étant, ce que l'on constate, c'est que les 5 étés les plus chauds que l'on a connus en France se sont passés entre 2003 et 2018, à savoir sur un laps de temps resserré et très proche de nous. Et d'ailleurs, 2018 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée en France. Merci beaucoup Evelyne pour cette prévision, oserais-je dire. Conséquence de cette vague de chaleur sans précédent, ces classes totalement vides et des cours de récréation désertes. Selon un décompte du ministère, 225 communes ont fermé leurs écoles primaires aujourd'hui. Dans les établissements qui sont restés ouverts, quelques élèves
ont été victimes de malaise sans gravité. Marie Croxel et Thierry Marquez. Une fournaise. Même les professeurs craquent. Il est 15h dans cette école parisienne. Dans les salles de classe, ça n'est guère mieux. 31 degrés chez les CM1 au 3e étage. Et on a tous très chaud, on doit boire toutes les 2 minutes. Donc c'est très difficile. Parfois il y a de l'air qui passe, mais c'est assez rare. Et le petit ventilateur ne change pas grand-chose à l'affaire. J'ai toute la longueur de ma salle qui n'est que des baies vitrées, des grandes baies vitrées comme ça. Pour raison de sécurité, les fenêtres peuvent tout juste être entrouvertes. Autant dire qu'on cherche l'air. L'enseignant a dû réorganiser ses cours. On est obligé de s'adapter. D'adapter le travail, de faire des choses moins compliquées, qui demandent moins de concentration. On essaie de les sortir un peu plus, de façon à ce qu'ils prennent l'air. Beaucoup plus à l'est, à Sarreguemines, inutile de chercher les élèves de cette école, fermée sur décision du maire, comme tous les autres établissements primaires et élémentaires de la ville. Ce sont des bâtiments qui souvent datent du début des années 60. Vraiment, ils ne sont pas fonctionnels pour faire face à la grosse chaleur. Les 1800 écoliers répartis dans 3 structures plus adaptées à la chaleur n'ont semble-t-il pas perdu au change. Dans ce centre aéré, ils sont pris en charge toute la journée. On n'a pas besoin de réfléchir, on n'a pas de devoirs et on peut profiter du temps. Je sais qu'ils vont mettre des bassines d'eau, donc ici je sais qu'ils vont très bien prendre soin de nous. 225 écoles sont restées fermées aujourd'hui, selon le ministère. Elles pourraient être plus nombreuses demain, au vu des records de température annoncés. Autre mesure pour tenter d'amoindrir les effets de cette canicule, la mise en place, nous en parlions hier, de la circulation différenciée à Lyon, à Paris, à Marseille, à Annecy et à Strasbourg. Arithmétiquement, elle aurait dû faire baisser d'au moins 5 millions le nombre de véhicules en circulation. Voilà pour la théorie. En pratique, c'est une autre histoire. Vincent Plévin et Baptiste Guénet. Pour un jeudi matin, la circulation différenciée n'a pas fait grande différence aux portes de Paris. Des automobilistes avec les vignettes 3, 4 et 5 ignoraient encore l'interdiction, quand d'autres ont préféré risquer l'amende. C'est pas l'amende, c'est pas pour moi. Hein. S'il y a une amende, c'est pour le patron. Je ne savais pas, ouais. J'ai pas de télé, je ne regarde pas. Résultat, malgré plus de 300 amendes ce matin, on recensait à l'heure de pointe 380 km de bouchons en Ile-de-France, soit 40 km de plus que d'habitude. On a observé hier que c'était assez mal à appliquer, mais encore une fois, la décision avait été annoncée la veille à 17h30. Il est un peu tôt pour tirer le bilan, mais clairement, le système n'est pas encore installé. Quant à l'amélioration de la qualité de l'air, Air Paris n'est pas en mesure de livrer une analyse au jour le jour. La mesure sera reconduite demain. À Strasbourg, pas question encore d'évoquer l'efficacité. Il s'agissait d'une première. Beaucoup d'automobilistes n'avaient pas encore la vignette. Énormément. Je suis étonné qu'il y en ait autant. Alors aujourd'hui, on verbalise pas, mais par contre, on leur demande de sortir de l'Eurométropole. Pas d'amende, mais demi-tour obligatoire. À Marseille, la tolérance était plus grande. Donc là, aujourd'hui, c'est de la prévention. Ça marche. On vous indique sur ce dépliant. Comme ça, vous pourrez le faire passer à toute votre famille. Pour changer les mœurs, il faut surtout des parkings relais à toutes les entrées de Marseille, pour que les gens puissent laisser au rond-point du Prado, au lieu de faire un gros stand commercial, il y avait qu'à faire des énormes parkings. Il y a tout de même quelques bons élèves. Moi, je suis en critère 3, et comme je ne savais pas trop, j'ai préféré la laisser à la maison, j'ai pris le transport en commun. Avec la vigilance rouge canicule, l'alerte pollution reste la même et la circulation différenciée est maintenue jusqu'à nouvel ordre. Comme nous tous, vous avez sans doute essayé des trucs, des astuces pour trouver un peu de fraîcheur. Voici ce que la technologie nous offre pour nous maintenir à bonne température. Bonsoir Thomas Jarion. Bonsoir Gilles. Vous avez rapporté dans votre besace des produits originaux et très innovants. Oui, et je commence par vous présenter ce vêtement intelligent, fabriqué en partie avec un matériau étonnant, le nitrure de bore. En réalité, c'est tout simplement de la céramique qui va tout simplement élargir les fibres de votre textile afin de laisser passer la chaleur. Votre corps reste à 37 degrés. Ça vous évite les coups de chaud et les premiers prototypes sortent en ce moment aux États-Unis. Tout nouveau aussi, les bijoux rafraîchissants. Ils génèrent une sensation de froid sur vos poignets, autour de votre cou, des zones stratégiques parce que extrêmement sensibles, vous ressentez une baisse de température de 5 degrés. Et puis la nouvelle technologie, elle vous aide également la nuit avec ces surmatelas rafraîchissants. Ils sont traversés par un circuit d'eau dont on peut régler la température. Le plus froid possible, c'est 18 degrés.
Aujourd'hui, le prix, c'est aux alentours de 350 €. Pour moins cher, vous avez cet oreiller qui va capter la chaleur de votre tête pour l'évacuer sur les côtés. De quoi passer enfin une nuit au frais. Merci beaucoup Thomas pour ces sages conseils et cette projection dans l'avenir. Tout autre chose à présent, et c'est l'autre grand titre de ce jeudi, ce double attentat suicide à Tunis. 2 kamikazes se sont fait exploser à quelques minutes d'intervalle en plein centre de la capitale tunisienne. Des policiers étaient visés, l'un d'eux a été tué, 8 autres personnes ont été blessées. Pierre-Emmanuel Chinardet. 11 h ce matin. L'explosion vient tout juste de retentir dans le centre-ville. Un kamikaze s'est fait exploser ici, près de cette voiture de police qui a également été criblée de balles. Dans cette scène de panique, des passants portent secours aux blessés. 3 policiers et 2 civils ont été touchés. L'un des membres des forces de l'ordre décédera de ses blessures. L'avenue Habib Bourguiba, près de l'ambassade de France, un quartier très touristique. Au début de la saison estivale, le lieu et la date sont symboliques. Au même moment, un deuxième attentat kamikaze près du siège de la garde nationale fait 4 blessés parmi les policiers. Rapidement, le centre-ville est évacué pour débuter l'enquête. Mais des habitants, liberté, liberté, ont choisi de manifester leur colère contre le terrorisme. Je vous promets que les terroristes ne gagneront pas. Nos services de sécurité sont notre force. Il y a des traîtres qui ont les mêmes objectifs qu'en Syrie, en Libye ou en Afghanistan. Leur but est de détruire les pays arabes. Ce double attentat survient à quelques mois des élections législatives et présidentielles. Le débat sur la loi électorale qui limite le nombre de candidats a créé des tensions dans le pays. Le Premier ministre tunisien appelle à l'unité. Ces terroristes n'ont pas leur place en Tunisie. Nous les combattrons et nous les tuerons tous. Soyez unis et gardez confiance en l'armée et la police. En octobre dernier, une attaque quasi similaire s'était déjà produite sur l'avenue Bourguiba, blessant 20 personnes, dont 15 policiers. Cet attentat n'avait pas été revendiqué. Et quelques heures après cet attentat, on apprenait que le président tunisien Béji Caïd Essebsi avait été victime d'un grave malaise. Bonsoir Liseron Boudoul. Vous êtes notre envoyé spécial à Tunis. Ce double attentat est une nouvelle épreuve pour le pays. Effectivement, un double attentat, notamment là sur cette avenue où je me trouve, Gilles, et puis un président de la République qui est toujours hospitalisé ce soir. Et je peux vous dire qu'ici, on craint le pire, ça fait beaucoup. Et c'est donc toute une population qui se retrouve éprouvée aujourd'hui, et ce pour 2 raisons. La première, c'est que nous sommes ici en pleine saison touristique, et cette saison, elle a particulièrement bien commencé cette année. Un exemple, tous les hôtels pour cet été sont réservés et sont complets. Cela ne s'était pas vu depuis plusieurs années. Alors je peux vous dire qu'il y a une certaine inquiétude chez les professionnels du tourisme qui revient depuis ce matin. Et puis la seconde raison, eh bien, elle est évidente. Ces attentats, ils montrent quoi? Ils montrent que les cellules dormantes terroristes en Tunisie sont toujours là et qu'elles peuvent se réactiver quand elles le décident, notamment dans un contexte de campagne électorale. Et c'est le cas en ce moment puisque les élections présidentielles et législatives doivent se tenir normalement en octobre et en novembre prochain. Merci beaucoup Liseron. L'actualité, c'est aussi cet incroyable rebondissement dans l'affaire Tony Musulin. Vous vous souvenez des faits, un convoyeur de fonds qui braque son propre fourgon et repart avec près de 12 millions d'euros. Une partie du butin est retrouvée dans un box près de Lyon. Tony Musulin a été condamné, incarcéré, puis libéré. Avant-hier, il est réapparu à Londres alors qu'il tentait de changer une énorme somme d'argent. Thibaut Malandrin. Changer une forte somme d'argent en espèces est peu courant. Quand on s'appelle Tony Musulin, cela devient franchement suspect. L'ancien convoyeur de fonds sorti de prison en février 2013 s'est rendu à la Banque d'Angleterre, ici à Londres, à 2 reprises, pour changer au total quelques 50 000 livres sterling, soit environ 56 000 euros. Les billets étaient abîmés, il voulait des billets neufs. Des sommes importantes qui ont éveillé les soupçons de la banque. Alerté, la police a interpellé Tony Musulin et l'a placé en garde à vue pour blanchiment d'argent dans ce poste de police. Il est relâché au bout de 48 heures. Pour son avocat, l'origine de cet argent, des livres et non des euros, est parfaitement claire. Ce n'est pas l'argent manquant du vol du fourgon de novembre 2009. À l'origine des fonds, ils sont très clairs, c'est le produit de la vente d'une Ferrari en 2007. C'est-à-dire qu'il affectionnait les bolides de course, les Ferrari, et c'était de l'argent qu'il avait mis de côté, économisé et caché très maladroitement, puisque l'argent a pris l'humidité et n'était plus utilisable, raison pour laquelle il a voulu changer cet argent. Le parquet de Lyon ne lâche pas si vite.
et fait savoir qu'il ne manquera pas d'examiner les éléments recueillis par les autorités anglaises dans le cadre de l'interpellation de Tony Musulin. Car même s'il a purgé sa peine de 5 ans de prison depuis plus de 6 ans, il manque toujours 2,5 millions d'euros. En novembre 2009, Tony Musulin fausse compagnie à ses 2 collègues et prend la fuite avec un fourgon blindé transportant 11,6 millions d'euros. 2 jours plus tard, le fourgon est retrouvé vide et la police met la main sur l'essentiel du butin jeté en vrac dans un box loué par le convoyeur. Tony Musulin est finalement interpellé puis condamné, mais le mystère des 2,5 millions d'euros disparus reste entier. On l'a appris il y a un peu moins d'1 heure, un homme a tiré plusieurs coups de feu cet après-midi devant une mosquée de Brest. 2 personnes ont été blessées, un fidèle mais aussi l'imam de cette mosquée. Selon le Conseil français du culte musulman, leur jour ne serait pas en danger. L'agresseur présumé s'est ensuite suicidé. L'actualité, c'est aussi cette mise en garde des sénateurs. Dans un rapport rendu public aujourd'hui, ils dénoncent l'état de délabrement de nos ponts et de nos viaducs. Selon leur estimation, 25 000 ouvrages représentent une menace pour la sécurité. Jérôme Garot et Laurent Delsol. Rouillé, fissuré, ce pont de Moselle est bien marqué par le temps. Vieux de 70 ans, cet ouvrage est maintenant redouté par les riverains. Mais je vous dis franchement que quand je passe en dessous, d'abord, je jette un œil. Je jette un œil, que ce soit à l'aller ou au retour, on ne sait jamais ce qui peut tomber du pont. Et ça fait un peu de temps qu'on passe par le bas, quoi. On prend faites un détour. Ah oui, faites un détour, oui, tout à fait. Oui. On ne fait pas confiance. Des réparations devraient être lancées. En attendant les travaux, la mairie a dû prendre des précautions. Les camions et les bus ne peuvent plus passer, donc on a mis une signalisation qui est renforcée. S'il devait y avoir un camion de plus de 3,5 tonnes qui passait, il pourrait y avoir une rupture. Bref, un pont vétuste. Et ce n'est pas un cas isolé. Depuis la catastrophe du viaduc de Gênes, en Italie, la France accélère l'inventaire de ces ponts. Du nord au sud, les petits ouvrages ou les grands viaducs, tous sont progressivement inspectés. Certaines structures, comme ce viaduc en région parisienne, ont été récemment réparées. Vieux de 43 ans seulement, mais ces matériaux nécessitent un entretien régulier. C'est du béton composé de ciment et de l'acier. Et ces 2 matériaux réagissent. Certains ponts peuvent durer pendant 50 ans, il ne se passe rien. Et d'autres, au bout de 15 ans, on commence à avoir des phénomènes de corrosion très importants. Fait surprenant, on ne connaît pas aujourd'hui le nombre exact de ponts en France. Mais dans leur rapport, les sénateurs estiment que 25 000 structures sont en mauvais état. Principalement les ouvrages gérés par les collectivités locales. Un pont dangereux, c'est un pont dont la structure est suffisamment dégradée pour qu'il menace de s'effondrer. On considère qu'un drame est possible et que justement on souhaite l'éviter. Face à cette urgence, les rapporteurs réclament plus de moyens pour l'entretien des ponts. Une augmentation des dépenses annuelles qui se calcule en milliards d'euros pour les années à venir. Il a quitté l'Élysée il y a 7 ans et depuis, ses prises de parole sont assez rares. C'est sans doute ce qui explique le tirage assez exceptionnel du nouveau livre de Nicolas Sarkozy, 200 000 exemplaires. Isabelle Marie et Bruno Chastagnier sont allés à la rencontre des premiers acteurs et donc premiers acheteurs et premiers lecteurs. Nicolas Sarkozy, le retour en librairie. Demain, c'est ici qu'il dédicacera son dernier livre. Ce matin déjà, quelques amateurs, acheteurs ou pas. Le personnage est intéressant, évidemment, mais après, de là acheter un livre... Je ne partage pas nécessairement tout ce qu'il dit et tout ce qu'il pense, mais il faut toujours aller voir ce que les autres pensent. J'ai vu déjà sur Internet quelques phrases, je les ai lues déjà. Et c'est assez bien vu, généralement. Confidence sur sa vie d'avant l'Élysée, sa vie d'après aussi. J'aime gagner, mais force est de constater que j'ai beaucoup plus appris de mes échecs que de mes succès. Nicolas Sarkozy qui évoque ses grands hommes, Jacques Chirac le premier, et d'autres qu'il ménage moins comme François Fillon. L'image qu'il renvoie est bien différente de ce qu'il est en profondeur. Il paraît calme et pondéré, il peut être cassant et rancunier. Pas épargné non plus Ségolène Royal, avec laquelle il débat dans l'entre-deux-tours en 2007. Ce n'est pas acceptable et je suis très en colère. Elle est capable d'affirmer quelque chose dont elle ne croit pas un mot. Peu de commentaires en revanche sur Emmanuel Macron, mais une admiration avouée pour Brigitte Macron dont il loue la simplicité. À l'arrivée, un secret d'édition bien gardé. J'ai du mal à imaginer que cet ouvrage ne soit pas la meilleure vente de cet été. 359 pages, tirées pour le moment à 150 000 exemplaires. Ce soir sur LCI, Hélène Lecomte reviendra sur l'agitation qui gagne la droite à cause en partie du livre de Nicolas Sarkozy et du retour de Marion Maréchal
Rendez-vous à 20h50 pour le grand dossier Canal 26. Encore un mot de l'actualité politique. Jean-Luc Mélenchon ainsi que d'autres cadres de la France Insoumise seront bientôt jugés par un tribunal correctionnel pour actes d'intimidation, rébellion et provocation contre l'autorité judiciaire. Il s'agit, on s'en souvient, de l'affaire des perquisitions particulièrement mouvementées au domicile de Jean-Luc Mélenchon en octobre dernier. Tout autre chose à présent. Nous vous parlons souvent dans nos journaux de l'excellence française, de notre gastronomie à nul autre pareil. Elle est parfois incarnée par de grands talents venus de très loin. C'est le cas du chef argentin Mauro Colagreco. Son établissement, situé à Menton, vient d'être élu meilleur restaurant du monde. Vincent Capu et Christine Guérard se sont fait un devoir, oui, un devoir, de rencontrer le chef et son équipe, championne du monde. Sa brigade lui a réservé un accueil triomphal. Tout juste de retour de Singapour avec en poche le titre de meilleur restaurant du monde, Mauro Colagreco a souhaité partager ce prix avec son équipe. Bon, c'est génial. Mais maintenant, on y va. De rigoler. Il le mérite, franchement. Pour moi, ce sont depuis longtemps les meilleurs au monde. Une équipe composée d'une dizaine de nationalités qui parlent le même langage, celui de la cuisine d'excellence. Voici comment le chef sublime le pigeon, un de ses plats signature. Ces fleurs de sureau qui vont réfléchir, qui vont donner les côtés aromatiques au plat, avec les fraises de bois, c'est comme des bonbons en bouche, mais qui apportent aussi un peu d'acidité. Déjà distingué de 3 étoiles au guide Michelin depuis le mois de janvier, une première pour un chef étranger, la cuisine de Mauro Colagreco s'inspire de la Méditerranée toute proche et de saveurs plus lointaines. Je pense que les produits, c'est les choses plus importantes ici et la façon qu'on les travaille. Toujours avec respect. Il y a encore des fraises, c'est incroyable. L'autre secret du chef se trouve à 300 mètres du restaurant. C'est son potager, là où il se sert chaque matin. Pour un chef, c'est avoir son propre jardin, c'est magnifique parce qu'on fait la cueillette les matins et on les sert les midis. Le chef argentin est arrivé en France il y a 19 ans. Il s'est formé chez les plus grands, Bernard Loiseau en tête. La suite, c'est une ascension fulgurante jusqu'à ce titre prestigieux de meilleure table du monde. Elles ne sont pas encore championnes du monde. Les Bleus affrontent demain soir les États-Unis. Elles se sont entraînées aujourd'hui dans la touffeur de Clairefontaine. Les Américaines numéro 1 au classement mondial peuvent compter aussi sur l'enthousiasme de dizaines de milliers de supporters qui ont fait le déplacement depuis les États-Unis. Mathieu Perrault. Depuis le début de la Coupe du Monde, il ne passe pas vraiment inaperçu. Des milliers de supporters américains qui n'ont pas hésité à faire le voyage pour soutenir leur équipe en France. Au point que la capitaine a l'impression d'être chez elle. C'est une Coupe du Monde à l'étranger, mais on se sent à domicile. Nos fans sont incroyables. Un engouement ressenti en France, mais aussi et surtout aux États-Unis. Partout dans le pays, des écrans géants permettent de suivre les exploits de l'équipe nationale, comme ici en plein cœur de Times Square, ou là, à Austin, au Texas. L'équipe féminine est bien meilleure que l'équipe masculine. Aux États-Unis, le soccer est le sport numéro 1 pour les filles. On compte 1,7 million de licenciés et cela augmente chaque année. Les Américaines peuvent commencer à jouer très jeunes. On a un programme qui attire 250 000 filles, rien qu'en Californie. Ensuite, elles ont l'opportunité de continuer à l'université. Et en général, les filles se prennent vite au jeu. Tu veux devenir professionnelle, toi aussi? C'est sûr, parce que je pense que c'est cool d'avoir tout ça, tous ces fans. Des fans nombreux, même pour des matchs de championnat. De quoi impressionner la Française Amandine Henry, que nous avions rencontrée à Portland, où elle jouait il y a 2 ans. On fait en moyenne 16 000 spectateurs. J'aurais jamais vu ça en France pour un match de championnat. Une passion pour le foot féminin, exacerbée par la Coupe du Monde tous les 4 ans. Demain, les supporters américains seront des milliers au Parc des Princes et des millions devant leurs écrans, jusque dans l'espace, où ces astronautes ne ratent pas un seul match.
Vous pourrez bien sûr suivre demain soir ce choc France-États-Unis en direct sur TF1. Mais d'abord, ce soir, place au premier quart de finale de cette Coupe du Monde féminine. Dans un instant, sur TF1, le coup d'envoi de Norvège-Angleterre en direct du Havre. Et puis dans un instant, Evelyne Delia. Demain à 13h, Jean-Pierre Pernaut. À 20h, Anne-Claire Coudray. Je vous retrouve lundi. Excellent match à tous.